Pendant 8 ans, j'ai versé 2 400 $ par mois à mes propres parents pour vivre dans leur sous-sol. Ils me juraient que c'était pour rembourser leur emprunt. Un jour, en récupérant mon courrier, une voisine m'a lâché une phrase innocente qui a fait s'effondrer toute ma vie. Vos parents doivent être si fiers, propriétaires de cette maison sans aucune dette. J'ai souri, puis j'ai posé la question qui a tout changé. Que voulez-vous dire, sans dette? Leur emprunt était remboursé depuis 2014. Un an avant que je commence à payer un loyer pour une maison qui n'en avait plus besoin. 8 ans, 230 000 $, pour un mensonge. Cette nuit-là, j'ai engagé un expert comptable judiciaire. Ce qu'il a découvert n'expliquait pas seulement où était parti mon argent. Cela révélait qui, dans ma propre famille, avait aidé à le cacher. J'ai grandi dans une banlieue cossue de Philadelphie, dans une maison qui semblait parfaite de l'extérieur. Mon père, ingénieur à la retraite, parlait toujours en vérité absolue. Ma mère maniait la culpabilité comme une arme chirurgicale. Et puis il y avait Meredith, ma sœur aînée, blonde, brillante, le centre de gravité de toute la famille. Un soir, à 17 ans, j'ai montré fièrement ma lettre d'admission à l'université. Mon père n'a même pas levé les yeux de son assiette. Meredith a eu une bourse complète. Toi, 50%, des années plus tard, j'ai appris la vérité. Meredith n'avait jamais eu de bourse. Mes parents avaient payé ses études en entier, et lui avaient simplement demandé de me faire croire le contraire. C'était ça, la hiérarchie familiale. Elle était l'investissement. J'étais l'oublié. Après mon diplôme, criblé de dettes étudiantes, je suis retourné vivre chez mes parents. Un simple arrangement temporaire, m'avait-on dit. Mais dès le premier jour, mon père a posé un papier sur la table. 2400 $ par mois, prix du marché, disait-il. Presque tout mon salaire d'entrée dans la vie active. Nous avons encore un emprunt à rembourser, a-t-il insisté. J'ai signé. J'ai mis en place les virements automatiques. Et je suis resté là, 8 longues années, pendant que mon salaire doublait, mais jamais mon loyer ne baissait. Pendant ce temps, ma sœur recevait de nos parents l'apport pour son appartement en plein centre-ville. Elle mérite un coup de pouce pour démarrer, disait ma mère. Mais je n'avais pas le droit à la moindre remise. Puis, une photo sur Instagram a tout fait basculer. Meredith, dans son appartement, écrivant « 2 ans dans mon petit sanctuaire, merci maman et papa. 2 ans de logement gratuit, offert par les mêmes parents qui me facturaient chaque mois une fortune. » Quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là. 3 semaines plus tard, j'ai enfin déménagé. Mais je n'imaginais pas encore ce que j'allais découvrir quelques mois plus tard, en croisant simplement la voisine près de la boîte aux lettres. Cette nuit du mensonge révélé, j'ai fait des recherches sur le registre public des propriétés. La preuve était là, noir sur blanc. Emprunt soldé en avril 2014. Aucune dette restante. Pendant 8 ans, mes parents avaient encaissé mon argent pour rembourser une dette qui n'existait plus. Ma meilleure amie, juriste de formation, m'a arrêté net quand je lui ai tout raconté. Ce n'est pas juste dégoûtant, Tessa. C'est peut-être de la fraude fiscale. Des revenus locatifs non déclarés à l'administration fiscale, ça, l'État ne l'ignore jamais, peu importe qu'on loue à un inconnu ou à sa propre fille. L'expert comptable que j'ai engagé a examiné mes relevés bancaires, 8 années de virements documentés. Puis il m'a posé une question qui a changé toute la trajectoire de cette histoire. Qui prépare les déclarations d'impôts de vos parents? Ma sœur, comptable diplômée. Elle signait ses déclarations depuis des années. Et chacune d'elles omettait totalement ses revenus locatifs. Ma propre sœur n'était pas seulement au courant. Elle avait construit le système qui cachait tout. 3 jours après sa découverte, une invitation dorée est arrivée dans ma boîte aux lettres. Les fiançailles de Meredith, avec l'héritier d'une grande famille d'avocats de Philadelphie. Et ma mère m'a demandé, presque en ordonnant, de prononcer un discours célébrant ma sœur exemplaire devant 120 invités. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de préparer. 5 jours avant la soirée, l'expert comptable m'a appelé d'une voix grave. Le rapport est prêt. Vous devez le voir en personne. 0 revenu locatif déclaré sur 8 années entières. Et chaque déclaration portait la signature de ma sœur. Si cette affaire remontait jusqu'aux autorités, sa licence professionnelle serait en jeu. Ce soir-là, mon père a appelé, chose rare, pour m'annoncer qu'il comptait, lui aussi, prononcer quelques mots pendant la soirée à propos des contributions de chacun. J'ai compris immédiatement leur plan. Ils allaient me présenter publiquement comme la fille redevable, celle qui devait de la gratitude à sa famille. Devant tout le monde. Devant les futurs beaux-parents influents. C'était un piège soigneusement orchestré. Le soir de la fête, dans une salle de réception somptueuse, mon père a pris le micro devant 120 invités. Il a vanté les mérites exceptionnels de Meredith, puis, avec un sourire que je connaissais trop bien, il a ajouté que j'avais, moi aussi, généreusement contribué aux finances familiales pendant 8 ans. Toute la salle m'a regardé avec pitié. Puis il m'a invité à monter sur scène pour parler de ma sœur. Je me suis levé. Et j'ai marché vers le micro sans savoir encore à quel point cette soirée allait basculer. Le micro était froid dans ma main. J'ai remercié mon père, d'une voix parfaitement calme. Puis j'ai annoncé les chiffres exacts, 2400 $ par mois, pendant 8 ans,
230 000 $ au total, versés pour un emprunt soldé depuis 2014, un an avant même que je commence à payer. Le silence est tombé sur la salle comme une chape de plomb. Le père du fiancé, avocat réputé en droit successoral, s'est levé sans même utiliser de micro. Vous avez des preuves. 8 années de relevés bancaires horodatés. Il s'est tourné vers ma sœur. Avez-vous déclaré ces revenus locatifs dans leurs impôts? Elle n'a pas pu répondre. Son silence a dit tout ce qu'il fallait savoir. Sur le balcon, quelques minutes plus tard, ma sœur m'a confrontée, furieuse, terrifiée. Puis mes parents sont arrivés, proposant, comme un dernier geste de contrôle, 50 000 $, moins d'un quart de ce qu'ils m'avaient pris, en échange de mon silence total. Mais ma directrice, présente à la soirée en tant qu'invitée, avait tout entendu depuis la porte du balcon. Et le père du fiancé a annoncé, d'une voix glaciale, qu'il devait désormais réfléchir sérieusement au genre de famille dans laquelle son fils s'apprêtait à entrer. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'une autre personne, discrète, avait déjà décidé d'agir. 3 jours après la fête, un agent du fisc m'a appelé directement. Une enquête était ouverte. Ce n'était pas moi qui avais déposé cette plainte. C'était notre vieille voisine, celle-là même qui m'avait innocemment révélé la vérité près de la boîte aux lettres. Pendant 30 ans, elle m'avait regardé grandir, tondre la pelouse à 14 ans pendant que ma sœur allait à la piscine. Quand elle a appris la vérité, elle n'a pas pu rester silencieuse. Le contrôle fiscal a confirmé environ 45 000 $ d'arriérés et de pénalités pour mes parents. Le mariage de ma sœur a été annulé, la famille de son fiancé refusant tout lien avec un scandale de fraude fiscale en cours. Et l'ordre professionnel des comptables a publié sa décision quelques mois plus tard. Un blâme officiel inscrit publiquement sur son dossier, une supervision obligatoire pendant 2 ans. Dans le monde de la comptabilité, c'est une sentence presque aussi lourde qu'une radiation. Les grands cabinets l'ont rejeté les uns après les autres. Elle s'est retrouvée à traiter d'épais dans une petite entreprise, elle qui avait toujours été la fille exemplaire. Ma mère m'a écrit, suppliante, m'accusant de détruire la famille, me demandant d'arrêter l'enquête fédérale comme si j'en avais le pouvoir. J'ai répondu une dernière fois, avec calme, avant de bloquer définitivement son adresse. Le silence qui a suivi n'était pas un vide. C'était une libération. 1 an plus tard, j'écris ces mots depuis mon propre appartement, celui que je paie pour moi-même, sans que personne n'en tire profit sur mon dos. Ma directrice m'a offert le poste de directrice financière, en reconnaissance de la dignité avec laquelle j'avais traversé cette épreuve. Je prends le thé chaque dimanche avec cette voisine qui a eu le courage de dire la vérité quand personne d'autre ne le pouvait. Ma sœur m'a écrit une seule fois depuis, une lettre d'excuse timide, à laquelle je n'ai pas encore répondu. Peut-être un jour. Peut-être jamais. Et c'est très bien ainsi. Pendant 8 ans, j'ai cru que l'amour exigeait un sacrifice sans limite, que la famille signifiait tout accepter, peu importe la douleur. Y me trompais. Les limites qu'on pose ne sont pas des murs. Ce sont des fenêtres. On choisit quand les ouvrir, et qui méritent d'en voir la lumière. Je ne suis plus le bouc émissaire de personne, ni une source de revenus déguisée en fille. Je suis simplement moi-même. Et cela suffit amplement.